Madame Thatcher se fâche, la Grande-Bretagne rompt une partie de ses relations avec l'Union soviétique. Journée de dialogue franco-soviétique au Quai d'Orsay, Paris demande des éclaircissements à Moscou. Le président Giscard d'Estaing en Inde, demain, il discutera de la crise afghane avec Madame Gandhi. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Carter mobilise le peuple américain. Une mobilisation encore morale pour l'instant, mais qui donne une idée du renversement intervenu dans l'opinion publique et dans les milieux gouvernementaux de Washington. En effet, on connaissait le contenu du discours présidentiel hier soir qui annonçait un renforcement du potentiel militaire des États-Unis, mais après l'affaire Sakharov, intervenue après l'affaire de l'Afghanistan, Jimmy Carter a ajouté 2 paragraphes à son texte original. Le premier pour dire qu'il envisageait de rétablir le service militaire obligatoire aboli depuis 1973. Et le second, plus important encore, très applaudi par les membres de la Chambre des représentants, dans lequel il explique clairement que si l'Union soviétique avait des visées sur le pétrole du Golfe, elle s'exposerait à une riposte militaire des États-Unis. Je vous propose d'écouter cette partie de la déclaration du président Carter. Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interest of the United States of America, and such an assault will be repelled by any means necessary, including military force. Dans la foulée, les représentants américains ont adopté à main levée un texte en faveur du boycottage des Jeux Olympiques de Moscou. De tous les pays occidentaux, l'Angleterre a été le premier à emboîter le pas aux États-Unis. Madame Thatcher, le Premier ministre, a clairement dit, il y a déjà plusieurs jours, qu'elle voulait boycotter les Jeux. Et aujourd'hui, elle va encore plus loin, puisque la Grande-Bretagne a décidé d'interrompre ses contacts avec l'Union soviétique au niveau ministériel, au niveau également des hauts fonctionnaires. Les crédits accordés à l'URSS ne seront pas renouvelés et les échanges militaires prévus annulés. Et le ministre des Affaires étrangères, qui a lui-même fait connaître la décision cet après-midi, a ajouté, je le cite, « Le fait que les Jeux Olympiques se tiennent cet été à Moscou constituerait un encouragement à l'agression soviétique à l'étranger et à la répression intérieure dans le pays. » De Londres, notre correspondant Philippe Arroir. Ce n'est pas un hasard si ces mesures spectaculaires sont prises immédiatement après le message sur l'état de l'Union du président Carter. Une fois de plus, le gouvernement Thatcher emboîte le pas aux Américains. Il se trouve en tête des pays qui veulent imposer une riposte immédiate et concrète à l'invasion soviétique en Afghanistan. Parmi les décisions annoncées tout à l'heure par Lord Carrington, l'une des plus significatives est sans aucun doute le non-renouvellement des accords de crédit avec l'URSS, car les soviétiques n'avaient utilisé que la moitié des facilités de paiement proposées par la Grande-Bretagne. Madame Thatcher aurait préféré sans doute que ce genre de mesures soit prise par l'ensemble des Européens. À Londres, on regrette l'absence de sanctions économiques de la part de ses voisins, et en particulier la France. Encore que les critiques envers Paris se soient assourdies depuis le geste très remarqué ici de M. Chaban-Delmas interrompant son voyage à Moscou et qui était qualifié hier soir par la BBC de geste le plus courageux contre les autorités du Kremlin. En fait, la thèse britannique est claire. L'invasion soviétique en Afghanistan, de même que les droits de l'homme, sont des affaires suffisamment importantes pour qu'elles concernent tout le monde occidental et non pas seulement les Américains. La Grande-Bretagne se place donc en champion du monde occidental et regrette de faire cavalier seul en Europe quand il s'agit de joindre le geste à la parole. À Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique, M. Kornienko, a été reçu cet après-midi par M. Jean-François Poncet, le ministre des Affaires étrangères français. Georges Bartoli, on n'a pas encore de déclaration officielle à propos de cette entrevue, mais on a déjà quelques éléments d'appréciation. Oui, en tout cas, ça a été une longue journée, puisque entré à 10h30 ce matin au Quai d'Orsay, le vice-ministre des Affaires étrangères soviétique n'en est sorti que vers 19h30, comme nous venons de le voir. Une journée de discussion ininterrompue, déjeuner compris d'ailleurs, puisqu'on a discuté aussi pendant le déjeuner, avec d'abord des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay, puis à partir de 18h avec le ministre lui-même, avec M. Jean-François Poncet. Alors si les discussions étaient longues, c'est sans doute qu'elles étaient difficiles. Le gouvernement français demande à Moscou des éclaircissements pour savoir en somme si l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, plus les mesures contre les dissidents, représente de la part de Moscou un abandon de l'idée de détente.
On devine aussi que le gouvernement français aimerait avoir des engagements par exemple sur la durée du stationnement des troupes soviétiques en Afghanistan. Mais ces engagements, Moscou peut-il valablement les donner? En tout cas, le gouvernement français, c'est ce qui me frappe le plus le soir, c'est que le gouvernement français a pris une position vraiment très différente de celle du gouvernement britannique en évitant systématiquement de jouer le pire. Pour l'instant, le dispositif, qui est très complet, très complexe, des liens politiques entre Paris et Moscou, des consultations politiques entre Paris et Moscou n'est pas rompu ni même allégé. Cela dit, évidemment, s'il s'avérait que Moscou a vraiment abandonné cette idée de détente, il faudrait bien en tirer les conséquences. Voilà tout ce qu'on peut dire à l'issue de cette longue journée de discussion, au cours de laquelle, je le répète, ce sont des éclaircissements précis que Paris a demandé à Moscou. Et c'est ce qui explique peut-être aussi, Georges Bortoli, la relative discrétion hier soir de M. Chaban-Delmas à son retour de Moscou. En rapport sans doute avec la tension internationale, l'Élysée a publié un communiqué aujourd'hui indiquant que le président de la République avait demandé au ministre de la Défense, M. Bourges, de prendre les dispositions nécessaires pour éviter la diminution du nombre des régiments parachutistes de l'armée de terre afin de conserver la disponibilité de cet important instrument de la défense nationale. En Afghanistan, je vous l'annonçais rapidement dès hier soir avec une première dépêche, 6 journalistes français, dont l'équipe d'Antenne 2, dirigée par Bruno Albin et Jean-François Renoux, ont été prisonniers des troupes soviétiques pendant près de 6 heures pour avoir filmé des chars russes sur la route de Kaboul. Après que les soviétiques leur aient confisqué leurs pellicules, ils ont été relâchés. Il convient de dire que selon les autorités soviétiques, les journalistes français n'ont pas été arrêtés, mais invités à rester plusieurs heures en leur compagnie. Heureusement, juste avant cet incident, nos envoyés spéciaux avaient réussi à nous faire parvenir leur dernier reportage qui traite des relations entre les militaires soviétiques et l'armée afghane. Des relations qui, apparemment, n'ont rien de très amical puisque beaucoup de soldats afghans ont déserté, d'autres se sont rebellés. Oui, je pense que on vient de m'avertir, quelques problèmes de son avec ce reportage de nos envoyés spéciaux en Afghanistan. Je pense que nous pourrons y revenir tout à l'heure lorsque l'incident sera réparé avant la fin de ce journal. Les suites de l'affaire Sakharov n'ont pas simplement des implications politiques et sportives. Aujourd'hui, les mathématiciens, les biologistes et les physiciens français s'étaient réunis et ils ont annoncé qu'ils n'entendaient plus collaborer avec leurs collègues soviétiques, comme l'explique le professeur Lvov, prix Nobel de médecine, à Philippe Dumez. En boycottant scientifiquement l'URSS, vous ne risquez pas de l'isoler et de défavoriser beaucoup plus la population? Certainement, mais vous savez que finalement, je crois que nous serons gagnants parce que l'Union soviétique a un très grand besoin de contact avec la science occidentale et avec la technologie occidentale. Et ce mouvement de boycott les gêne beaucoup. Vous savez qu'un certain nombre de scientifiques américains refusent de recevoir des scientifiques soviétiques dans leur laboratoire. Et vous pensez que les scientifiques sont capables de faire revenir le gouvernement soviétique sur ces décisions? Les scientifiques peut-être pas, mais les politiciens qui dirigent la science soviétique et qui peut-être se rendront compte un jour que ce mouvement de refus ou de boycott, comme vous voulez l'appeler, est très défavorable pour la science et la technologie soviétique. Nouveau commentaire de l'Humanité ce matin sur l'affaire Sakharov. L'éditorialiste René Andrieux écrit « Nous désapprouvons la mesure d'assignation à résidence de l'académicien Andrei Sakharov. Le Parti communiste français montre qu'il ne s'aligne pas en toutes circonstances avec Moscou, contrairement à ses adversaires qui, eux, s'alignent volontiers sur Washington. » Toutefois, René Andrieux souligne qu'il n'approuve pas les positions politiques de Sakharov. Parallèlement, un groupe d'intellectuels communistes français a envoyé une lettre de protestation à Léonid Brejnev. Les Jeux peuvent-ils encore être sauvés? Le président du comité olympique français, M. Claude Collard, le premier à répondre oui à Moscou, fait aujourd'hui une proposition qui lui est chère depuis longtemps, depuis 1976 exactement. Il propose un territoire neutre pour les Jeux olympiques, un projet qu'il va défendre à Lake Placid à l'occasion de la prochaine réunion du comité international olympique, un projet dont il a dévoilé les grandes lignes à Pierre Sabiac.
Je propose de trouver un territoire qui bénéficie du statut d'extraterritorialité. Ceci est fondamental, extraterritorialité, de façon à ce que l'on puisse tenir les Jeux tous les 4 ans sur ce territoire, pour que ce territoire vive en dehors des Jeux Olympiques. Je propose que ce soit une université mondiale où nous aurions des étudiants qui pourraient être des étudiants en sport, en culture, en art, étant donné que nous reviendrions ainsi à la base de l'olympisme où en même temps le sport doit être lié à la culture et à l'art. Les installations seraient payées au départ par l'ensemble des nations participantes aux Jeux Olympiques en fonction par exemple du produit national brut avec l'aide éventuelle d'organismes comme l'UNESCO ou peut-être l'ONU. Ce territoire serait mis sous la haute direction du CIO et géré par le CIO qui, je crois, de ce fait reprendrait tout son poids et toute son autorité. Et ce territoire environ, d'après ce que j'ai pu voir, ferait de l'ordre de 5000 hectares. Et bien évidemment, dans le cadre des Jeux, les équipes défileraient sous le drapeau de leur comité olympique national. Et pour les vainqueurs, c'est l'hymne olympique. Alors dans ce projet, vous ne prévoyez pas de structure d'accueil pour les touristes, alors qui va financer les Jeux? Alors, au point de vue organisation des Jeux, étant donné que toutes les installations existent, que les pavillons construits par les différentes nations pour leurs étudiants, par exemple, sont libres, donc village olympique, il n'y a rien à faire de nouveau, et uniquement avec les droits de télévision, on peut très facilement organiser les Jeux olympiques, et même faire vivre le territoire. Et quel pays va vous faire cadeau d'un territoire comme ça? Eh bien écoutez, je pense que les 2 pays qui sont, à mon avis, à la base de l'olympisme et qui devraient faire des propositions sont la Grèce et la France. La Grèce, je crois, est assez sensible à cette idée. Et la France, vous voyez un endroit particulier? La France, j'avais pensé un petit peu au midi de la France, du côté des Salindières ou quelque chose comme ça, mais on peut peut-être trouver d'autres. Mais il faudrait déjà que les plus hautes instances de l'État, bien sûr, s'intéressent à ce projet. Voilà, je pense que nous allons maintenant pouvoir regarder ce reportage de nos envoyés spéciaux en Afghanistan qui traite des relations entre l'armée soviétique et l'armée afghane. Le cardage de la laine avec une corde tendue sur un arc, voilà une technique traditionnelle en Afghanistan. Ici, à Jalalabad, à une 50aine de kilomètres de la frontière pakistanaise, l'intervention soviétique ne trouble pas les habitudes. Pourtant, Jalalabad se trouve, si l'on peut dire, à portée de fusil de la rébellion armée que les unités de l'armée rouge sont venues combattre. Mais c'est l'armée afghane qui tient la ville, édifice public, point stratégique. Le rapport de force qui s'est établi à Jalalabad est favorable aux forces afghanes. Les blindés venus du RSS y sont invisibles. L'armée nationale affirme n'avoir besoin de personne, en tout cas pas des soviétiques, pour s'opposer aux maquisards. D'une manière générale, l'absence de présence soviétique dans une ville comme Jalalabad est interprétée comme un signe de fermeté de certains éléments de l'armée afghane. Fermeté parce que lors du coup d'État du 27 décembre dernier, la majeure partie des unités de l'armée afghane se sont rangées sans tirer un seul coup de feu derrière l'armée soviétique. Fermeté de l'armée afghane, cela expliquerait aussi les rumeurs de combats entre Afghans et soviétiques dans la grande banlieue de Kaboul ces derniers jours. Il s'agirait d'une unité de l'armée afghane qui aurait refusé de rendre ses armes et ses munitions aux soviétiques et qui se serait retranchée dans un fortin depuis le 27 décembre. Privée de vivres, cette unité afghane aurait tenté une sortie, c'est alors que des combats auraient éclaté. Mais aucun envoyé spécial à Kaboul n'a pu jusqu'à présent vérifier cette information. Il est pratiquement impossible à tout le monde de se rendre de près sur le théâtre des opérations. Mais cette attitude d'insoumission au nouvel état de fait militaire en vigueur en Afghanistan est loin d'être générale. Dans la plupart des cas, les soviétiques, appelés en aide, comme on dit dans les milieux gouvernementaux, se comportent comme les chefs d'une armée afghane impuissante à faire respecter son commandement. Dans Kaboul, les chars russes pointent leurs armes sur les casernes. Ce sont les chars russes qui protègent le palais présidentiel. C'est bien l'ordre de Moscou qui règne en Afghanistan. Toujours pas de nouveau à propos de l'arrestation éventuelle du Shah d'Iran à Panama où il est exilé. Par contre, en Iran, c'était aujourd'hui le premier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé alors que l'ayatollah Khomeini est à l'hôpital. Le chef religieux souffre de troubles cardiaques, mais son état est jugé satisfaisant.
Les trois favoris de cette élection sont le ministre des Affaires étrangères, M. Godzadeh, l'amiral Madani et l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Bani Sadr, dont notre envoyé spécial Édouard Laure a suivi la campagne. Un début d'après-midi à la grande mosquée au centre du bazar de Téhéran. Jour après jour, chaque candidat viendra ici recueillir le maximum de voix, tant il est vrai que c'est du bazar, et avec le bazar, que se font ou se défont les hommes politiques. Aujourd'hui, l'amiral Madani, en qui beaucoup, il y a à peine un mois, ont cru discerner la personnalité d'un futur président, mais qui aujourd'hui est passé à la défensive. Son costume civil ne fait oublier à personne son titre d'amiral, avec toutes les hypothèses que cela implique. Avec les voix des 5 ou 10% d'Iraniens qui souhaitent secrètement un retour à l'ordre, l'amiral Madani n'arrivera sans doute demain qu'en seconde position. Chez son principal adversaire, on utilise depuis le début de la campagne les méthodes des pays occidentaux, on pourrait dire américaines, si le mot n'était pas interdit aujourd'hui en Iran. Méthode en tout cas apprise en France pendant ces 15 années d'exil. Bani Sadr, fils de Mollah, s'est lancé dans cette campagne à l'image de son personnage, presque effacé, mais sachant jouer habilement entre les impératifs de la politique et ceux de l'islam, sans donner trop de détails. Monsieur Bani Sadr, quels sont à votre avis les principaux problèmes qu'aura à résoudre en priorité le premier président de la République islamique d'Iran? Bon, ce problème, on peut le résumer dans 4 mots. L'économie, la sécurité, l'indépendance et l'unité nationale et morale. Vous ne m'avez pas parlé de l'autorité de l'État. Bon, si on arrange ces 4 problèmes, l'autorité de l'État s'établit. Jamais au cours de cette campagne, le mot otage n'aura été prononcé. L'Iran, les Iraniens ont oublié. Les journaux en parlent à peine. Pour Bani Sadr, comme pour les autres candidats, on en est à l'heure des promesses. Salaire, logement, emploi, tout est bienvenu, dans la mesure où chacun reconnaît qu'à 5 jours du premier anniversaire du retour de Khomeini en Iran, le pays a régressé de 5 ou 10 ans. Élection factice d'un président qui n'aura en fait aucun pouvoir, ce n'est pas évident. D'abord parce qu'il sera le premier président de la nouvelle République islamique d'Iran. Premier pas donc vers un système constitutionnel établi. Ensuite parce qu'il sera élu au suffrage universel. Première brèche dans le monde tout-puissant des mollahs. Bani Sadr part favori, reste à savoir si au dernier moment, l'ayatollah Khomeini ne lui préférera pas l'un des 6 autres candidats, des inconnus, mais qui présentent l'avantage d'être beaucoup plus discret. Le président de la République française, M. Giscard d'Estaing, arrivera demain en voyage officiel en Inde, un pays qui vient de changer de gouvernement puisque Mme Indira Gandhi a repris le pouvoir, un pays qui se trouve dans une région du monde en guerre, aux portes de l'Afghanistan et du Pakistan menacé. De New Delhi, notre envoyé spécial, Paul Nahon. C'est la première fois qu'un président de la République française se rend en Inde. C'est aussi la première visite officielle de Valéry Giscard d'Estaing sur cet immense continent asiatique. En fait, comment ressentir, comment mesurer mieux qu'ici les bouleversements qui agitent le monde? Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, n'est qu'à 1h30 de vol de New Delhi. L'Inde a une frontière commune avec la Chine. L'Inde, avec ses 80 millions de musulmans, est en fait le 2e pays islamique du monde. Donc, en partie, la stabilité de l'Asie centrale et la paix dans le monde reposent sur l'Inde. Mais au-delà de tous les problèmes politiques, comment ne pas être saisi par cette misère, cette masse, cette population qui s'agglutine chaque année plus nombreuse autour des villes? Nous sommes dans les faubourgs de New Delhi et à la différence d'autres grandes villes comme Calcutta ou Bombay, ici on ne meurt pas ou pas encore sur les trottoirs. Même si la dernière récolte a été bonne, le bilan économique du pays est désastreux. Cependant, paradoxe étonnant, l'Inde possède des chercheurs de tout premier plan, sans oublier que c'est la première puissance asiatique à posséder et à avoir fait exploser une bombe atomique. Mais Mme Gandhi a promis de s'occuper en priorité de ces masses aux 3 quarts analphabètes. En fait,
c'est aussi en grande partie de cette population divisée en classes, de ces religions différentes, que peuvent surgir une nouvelle fois les problèmes et d'éventuels troubles dans le pays. What I do feel very strongly about is India and the welfare of the people. And they have given me so much affection that I feel I feel firstly great humility and then a sense of responsibility that I cannot let them down. I mean, they expect something from me and I have to do all I can. But and I think it is the affection of the people which gives me my strength. Besides which I love the world. I think it's a beautiful place. In spite of all the wrong things that go on in it also and the misery. Première photo du maréchal Tito après son opération. Le Perret a l'air bien portant et souriant en tout cas. Toujours le mystère à Cuba. Fidel Castro a-t-il été, oui ou non, blessé par son frère et sa compagne abattue? Le journal vénézuélien qui a annoncé la nouvelle persiste dans son affirmation. Par contre, de sources américaines, on indique que Fidel Castro et son frère ont été vus par des millions de Cubains aux obsèques de la compagne du chef de l'État qui serait décédé des suites d'un cancer. L'actualité ne doit pas nous faire oublier la situation au Cambodge. Selon un envoyé spécial du président Carter, qui vient de passer 2 semaines en Asie du Sud-Est, la famine au Cambodge est temporairement enrayée. Et puis un conflit beaucoup plus vieux, celui-là, de 1950-53, la Corée du Nord et du Sud ont décidé aujourd'hui d'ouvrir des négociations en vue d'une réunification éventuelle. La communauté européenne s'achemine vers une crise sans précédent si la France persiste dans son refus de lever la taxation sur la viande de mouton britannique, a déclaré le ministre de l'Agriculture anglais aujourd'hui à son retour de Bruxelles, où le débat agricole vient de recommencer. Pour le ministre britannique, le problème n'est plus simplement entre la France et la Grande-Bretagne, mais entre la France et tous ses autres partenaires européens. Paris, toujours selon le ministre anglais, refusant de se plier à la décision de la Cour de justice européenne. Europe encore, Madame Simone Veil sera la semaine prochaine à Washington pour rencontrer le président américain Carter, pour lui expliquer la position des parlementaires européens sur l'Afghanistan et les Jeux Olympiques de Moscou. D'autre part, il s'agit toujours des affaires européennes. Madame Yvette Roudy, socialiste proche de M. Mitterrand et qui est à l'origine de la création d'une commission des droits des femmes, déplore qu'il n'y ait que des hommes dans la commission de Bruxelles. Elle propose que 3 femmes soient désignées à l'occasion du renouvellement de cette commission. Aujourd'hui à l'Élysée, M. et Mme Giscard d'Estaing recevaient à déjeuner M. et Mme Chirac. Les 2 couples ne s'étaient pas vus ensemble depuis 4 ans. À leur sortie, M. et Mme Chirac n'ont fait aucun commentaire, pas plus culinaire que politique. On ne connaît donc même pas le menu de ce déjeuner. Mais Noël Copin, vous avez tout de même quelques indications sur cette entrevue, à croire que vous étiez sous la table, Noël. Eh bien non, mais j'ai essayé, si vous voulez, de récolter quand même quelques miettes et peut-être un tout petit peu de marc de café. Je crois qu'il faut dire d'abord que ce déjeuner n'était pas seulement un déjeuner amical et mondain et qu'il y eut un véritable tête-à-tête de plus d'1 heure entre M. Giscard d'Estaing et M. Chirac. D'ailleurs, M. et Mme Chirac ont quitté l'Élysée alors qu'il était environ 4h moins 20. Les messieurs ont parlé affaires, si vous voulez, pendant que leurs épouses poursuivaient leur conversation dans un autre salon. Il y eut un véritable tour d'horizon, dit-on, sur le passé, sur le présent et sur l'avenir, et c'était en tout cas le premier entretien en profondeur que les 2 hommes avaient depuis l'époque où M. Chirac était Premier ministre. Rien à voir, semble-t-il, avec les rencontres de ces dernières années qui s'étaient déroulées de façon un peu plus tendue, et si mes informations sont bonnes, on peut peut-être parler ce soir d'un nouveau climat. Et alors justement, à qui va profiter ce nouveau climat, M. Giscard d'Estaing ou M. Chirac? Je serais tenté peut-être de vous dire à tous les deux. Commençons par M. Chirac. Vous savez que le problème de M. Chirac et du RPR est toujours le même. M. Claude Labbé le définissait hier à la réunion de Marne-la-Coquette en disant qu'il s'agissait d'affirmer sa personnalité sans agressivité. Or, il est vrai que les périodes les plus néfastes pour M. Chirac et le RPR au cours de ces dernières années ont été les périodes d'agressivité, les moments où M. Chirac pouvait être accusé par ses adversaires ou ses alliés de lancer un défi au président de la République. Alors, si le climat change, eh bien, ce risque sera évité pour M. Chirac, mais à l'inverse, il serait dangereux pour lui, après un entretien comme celui d'aujourd'hui, il serait dangereux de revenir à un langage
langage, comme celui qu'il avait employé, par exemple, lors du fameux appel de Cochin en décembre 1978. Et là, bien sûr, c'est le président de la République qui est gagnant. Et puis, le président de la République, depuis longtemps, affirme qu'il souhaite la décrispation de la vie politique française. Depuis quelque temps, il amplifie, il intensifie ses appels à l'unité nationale. Décrispation et unité, il faut bien commencer d'abord par la majorité. Je crois que c'était le but de l'invitation d'aujourd'hui. Et puis rapidement, Noël, il y a aussi un entretien au journal Le Monde aujourd'hui de M. Chirac sur les libertés qui n'est pas exempt de critiques d'ailleurs. Oui, il faut dire aussi que cet entretien qui est long dépasse, comme on dirait en politique, la conjoncture, mais il est vrai qu'il y a quelques critiques, notamment sur le rôle du Parlement et sur le fait que l'exécutif brime ce Parlement. Mais il est vrai aussi que les divergences, qu'il est normal que les divergences demeurent, que la concurrence demeure. Il y aura même concurrence au moment des élections présidentielles, mais la question est de savoir dans quel cadre ces divergences vont s'exprimer, dans quel cadre va s'exercer cette concurrence, et c'est là aussi que l'entretien d'aujourd'hui peut avoir des conséquences. Bien, avant d'aller plus loin, je voudrais vous donner une dépêche que je viens de recevoir. Monsieur Yvon Coudet du Foresto, qui est ancien sénateur, ancien ministre, est décédé aujourd'hui à son domicile de Niort, dans les Deux-Sèvres, dans des circonstances dramatiques. Il était âgé de 83 ans et il s'est donné la mort avec une arme à feu à la suite d'une crise de dépression. Monsieur Jean Le Canuet restera président en titre du CDS, le Centre des démocrates sociaux, mais il déléguera ses fonctions en fait à monsieur Bernard Stasi, car monsieur Le Canuet est déjà en charge du groupe UDF. La réunion d'hier entre la sécurité sociale et les médecins n'a pas abouti. Les médecins n'acceptent pas qu'on leur impose les mesures décidées par le gouvernement pour équilibrer le budget de la sécurité sociale. Des mesures qui, je vous le rappelle, visent à mieux contrôler les prescriptions des médecins, selon le gouvernement, une surveillance que les médecins jugent intolérable pour une profession libérale et pour la bonne qualité des soins. Une prochaine rencontre est prévue d'ici à la fin du mois. Nouvelle grève de 24 heures des journalistes de l'AFP, l'agence France-Presse, qui avait déjà arrêté le travail lundi dernier et qui n'ont toujours pas obtenu une rencontre avec la direction pour parler notamment des salaires. Du nouveau aujourd'hui dans l'affaire qui oppose la société des pneumatiques Kléber à l'Union fédérale des consommateurs qui estime que les pneus de cette marque ont une tendance à éclater un peu trop facilement. Ce matin, l'Union fédérale des consommateurs a présenté des conclusions d'un examen fait par un laboratoire hollandais. Les responsables de la société Kléber ont aussitôt réagi. Le point avec François Corne. Kléber fabrique chaque jour dans ses unités de production 35 000 pneus V12. La conception et la fabrication de ce type de pneumatique, homologués à ce jour par 16 constructeurs automobiles, sont aujourd'hui directement mises en cause par l'Union fédérale des consommateurs. Par exemple, il a été constaté, et là on le voit de façon très nette, la toile métallique se sépare au point de rejoindre le haut du pneu, ce qui provoque inévitablement à brève échéance l'éclatement. Ça n'est pas tout, et là c'est un premier défaut qui a été constaté, qui a été mis en évidence. Le deuxième défaut, il est de même nature, c'est-à-dire qu'on constate, vous le verrez là, un décollement de la gomme qui est entre les deux toiles métalliques, un décollement de cette gomme. Alors un autre défaut qui est très caractéristique et qui est important parce qu'on a l'exemple en tête de Firestone 500 qui aux États-Unis, c'est un pneu qui a été retiré. 8 millions d'exemplaires de pneus ont été retirés à la suite de ce défaut. Eh bien, qu'est-ce que l'on a constaté? Sur 20 pneus, 13 fois, je dis bien, il y a eu une présence anormale de rouille, une oxydation qui s'est produite sur les toiles métalliques. Cette ceinture armée de fils d'acier placée sous la bande de roulement serait donc, selon l'Union fédérale des consommateurs, le point faible du V12. Le PDG de Kléber répute cette accusation. Jusqu'ici, c'est le vague des déclarations de l'UFC qui nous étonnait. Cette fois, c'est la précision de cette dernière déclaration qui me stupéfie personnellement. La ceinture et les câbles d'acier qui la renforcent sont un élément fondamental du pneu radial. Cet élément, comme les autres, fait l'objet des soins les plus rigoureux et de contrôle extrêmement précis. Nous avons vérifié depuis quelques mois à nouveau toute notre chaîne de contrôle. Nous avons même poussé des investigations dans les résultats des contrôles des années antérieures. Nous n'avons trouvé absolument aucune anomalie, pas plus sur la ceinture que sur autre chose. Démonstration de robustesse du V12 sur le circuit de Miramas, enquête officielle des pouvoirs publics. Les conclusions du rapport des 3 ministères intéressés par cette affaire, industrie, économie et transport, sont pour l'instant contradictoires avec celles des consommateurs. Les experts du laboratoire national d'essai concluent, eux, à une mauvaise utilisation du V12 par les usagers et rejettent pour l'instant des défaut de fabrication après des essais de choc en laboratoire.
Le patron de cette enquête, Alain Briden, le confirme en exclusivité pour Antenne 2 après la publication de son rapport. En ce qui concerne la possibilité d'un défaut de conception ou de fabrication de pneumatiques, les conclusions du laboratoire national d'essai, après des examens radiographiques des pneus, montrent que les éclatements ou les incidents peuvent être expliqués par des chocs importants, dégénérants et résultant ensuite en éclatement. Par conséquent, au stade où nous en sommes et avec les éléments dont nous disposons sur cette affaire, nous n'avons pas de raison particulière d'engager une procédure de retrait. Affaire à suivre, le V12 n'a pas fini de faire parler de lui, une affaire dans laquelle d'énormes intérêts sont en jeu et des procès en cours. Les victimes des éclatements, les compagnies d'assurance, Kléber et ses employés attendent les résultats officiels et définitifs des pouvoirs publics. La réputation de la marque se jouera sur ces résultats, le maintien de la cadence de production et l'emploi également. L'arbitrage est donc une affaire sérieuse. La météo, Laurent Bromed, avec d'abord un cyclone assez dramatique sur l'île de la Réunion. Oui, Hyacinthe est en train de passer à 80 km au sud-est de l'île de la Réunion. Les simples vents et la pluie ont déjà coupé des routes et fait quelques victimes. Toutefois, je pense que le cyclone est tout de même moins dramatique sans doute dans ses conséquences que les cyclones que ces régions ont connus il y a quelques mois. En métropole, pas de cyclones, mais des avalanches, très dangereuses elles également, et dues au fait que les températures ont très nettement remonté sur le sud du pays. Demain, une France coupée en deux. Sur la moitié sud, donc beaucoup de nuages, encore quelques pluies et des averses de neige seulement en haute altitude. En basse altitude, de la pluie et donc encore de très forts risques d'avalanche. Ça s'améliorera dans la journée avec le retour d'éclaircies, en particulier en Méditerranée. Sur toute la moitié nord, là, un temps beaucoup plus frais. À nouveau, quelques gelées dans le nord-est et le centre. Des brumes et du brouillard parfois dense dans l'ouest du pays. Et des températures qui remonteront à 8 degrés environ dans la journée. Le même type de temps continue samedi avec une nouvelle arrivée de pluie par le sud-ouest qui gagnera lentement vers le nord-est jusqu'à dimanche. Et dimanche sera donc assez humide. Voilà. Merci Laurent, je vais essayer d'être aussi rapide que vous pour le tiercé. Il fallait jouer le 6, le 20 et l'As dans l'ordre. Pierrette Brest l'avait donné hier dans le désordre, dans 4 chevaux. Bravo Pierrette, ça rapporte 1916 francs dans l'ordre et 311 francs dans le désordre. Ça n'était pas très cher payé, mais ce sont les favoris qui ont gagné. Dernier rendez-vous avec l'actualité ce soir, Hervé Claude. Demain, premier rendez-vous, Antenne de midi, invité Frédéric Dard, alias San Antonio. Excellente soirée sur Antenne 2. Rendez-vous demain, 12h45. Au revoir.